Bonsoir mes amis, bonsoir, voilà, on reprend une autre session, une nouvelle session. Je regrette de ne pas prévoir le moment exact où ça se passe. Bon, comme ce ne sont pas des sujets bien définis à une certaine heure, ça arrivera, mais bon, mais pour le moment, je réponds aux questions des internautes, à vos questions. Bonjour Richard Freeman, je crois que vous avez quelques questions. Et voilà, bon, en général, vous savez maintenant que c'est à peu près fin d'après-midi, bon, 2 jours après la précédente session, maximum 3 jours. J'essaye de faire tous les 2 jours parce que, bon, a priori, vous avez énormément de questions, donc il faut bien que. Alors, Hicham El-Hariri, il arrive et c'est écrit en hébreu. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Un grand bonsoir à vous, Richard. Alors, donc, je fais un petit peu le tour. Johnny Dupont, Mehafer, Anaba, Samaël, Salah, Gabriel, Serge, Eric, Mina, Foulchéri, bonsoir, Jaram Youssef, Gabriel, Richard Freeman, mon timing est super, ben, très bien, ben, j'espère que ça va pour beaucoup de monde. Abdouazani, Yellow, Baruch Hashem. Il y en a qui, il y en a qui inventent des formules que je comprends, mais que j'ai pas envie de traduire. Enfin, ça n'a pas de sens. Que pensez-vous du problème du Sahara occidental? Écoutez, je crois que je l'ai traité en long, en large, et je suis sûr que. Et je vous invite d'abord à aller sur ma chaîne YouTube et éventuellement à vous abonner. Et je crois qu'il y a pas mal de. Je suis sûr d'avoir au moins une vidéo sur le Sahara occidental. Ok, donc je commence, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, Fabrice, Elisabeth, Flora me pose deux questions. L'affaire Al-Doura, bon, je vais faire très vite. Au début de la deuxième intifada en 2000, euh, l'armée israélienne, enfin, il y a une scène terrible d'un gamin de 5-6 ans qui est mitraillé enfin, par les soldats, et mitraillé, et le père qui essaye de le couvrir pour le protéger, et bon, il meurt évidemment. Et celui qui a fait comment dire, ce reportage, c'est un journaliste de France 2, et donc, à un moment donné, bon, évidemment, ça a marqué les esprits, et pour les sionistes ont imaginé, notamment un certain Serfati, qui est au conseil régional de Neuilly ou municipal, j'ai oublié son prénom, très proche de, vous savez, les gens de droite nationale, genre TV Liberté, etc. J'ai oublié son prénom. Donc, pendant 10 ans, il a mené un combat juridique, judiciaire devant les tribunaux, etc., pour dire que c'est un montage et que c'était faux, etc. Enfin bon. Voilà, je voulais juste dire que vraiment les sionistes essayent le terrorisme judiciaire. Voilà. C'est-à-dire un journaliste fait un reportage, et ça a duré au moins 10 ans cette histoire. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est fini. Me demande, est-ce que Trump veut forcer la main à Israël en vue d'une aventure militaire dans la région? Je crois qu'il ne faut pas beaucoup forcer la main à Israël pour une aventure militaire. Vous savez, il y a 3-4 ans, Israël a joué retenez-moi ou je fonce parce qu'il voulait absolument faire la guerre à l'Iran. Voilà. Bon, apparemment, c'était un gros morceau, et bon, disons qu'il n'a pas fait, mais Israël a obtenu des trucs en échange.
Mais enfin, je ne crois pas que Trump veuille forcer la main parce qu'ils s'entendent très très bien, les Américains et les Israéliens. Il ne faut pas croire qu'il y a des différences entre eux, quel que soit le président d'ailleurs. Hein. Vous savez, Obama, il faisait genre, je critique, mais bon, mais il a tout avalisé. Hein. Il a avalisé les colonies, il a avalisé l'annexion du Golan, etc. Bon, il n'a pas fait le truc de Jérusalem, mais c'est tout. Mais enfin, bon, l'autre, c'est lui qui a fait passer, par exemple, l'aide militaire américaine à Israël de 3 milliards à près de 4 milliards par an. C'est quand même pas mal, non? Sur 10 ans. Par an, hein, sur 10 ans. Shiraz Arbi me demande, est-ce qu'Israël est un État religieux ou laïque? Les dirigeants sont des rabbins ou des politiciens? Très très bonne question, très très bonne. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une évolution. Et au début, évidemment, Israël était un État laïque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'entre autres, il plaisait beaucoup à l'Occident, aux progressistes occidentaux, aux socialistes, aux communistes, etc., aux intellectuels, parce que c'était un État laïque et, enfin, prétendument pacifique. Mais, disons, l'élément religieux est venu se greffer surtout après la guerre de juin 1967. Et donc, c'est un État qui se dit juif et démocratique. Juif parce qu'il a des caractéristiques juives, donc préférence pour les citoyens juifs. Par exemple, il y a des lois juives de plus en plus juives, c'est-à-dire il y a une nouvelle loi qui va être adoptée ces jours prochains. Le ministre d'Intérieur, qui est un religieux, veut interdire l'ouverture même des épiceries et des petits supermarchés. Il n'y a pas de transport en commun le samedi, jour, disons, religieux de repos. Il y a plusieurs manifestations. Il y a par exemple le fait que la terre est juive, c'est-à-dire il y a des villes juives où les Arabes n'ont pas le droit de résider. Enfin, disons, c'est assez compliqué, mais les Arabes n'ont pas le droit de résider dans pas mal de villes juives. Voilà. Et ce sont les religieux aujourd'hui qui prennent de plus en plus d'importance dans le pays. Au point, par exemple, que certains s'inquiètent, comme par exemple l'armée israélienne, les officiers intermédiaires, c'est-à-dire lieutenant-capitaine, sont tenus par 30 à 40% de religieux, mais de religieux fanatiques. Ça veut dire qu'ils ne permettraient jamais l'abandon de la Cisjordanie, enfin l'abandon d'une petite partie de la Cisjordanie, entendons-nous. Parce que personne, je dis bien personne en Israël, ne prétend céder, enfin, mettons les 2 tiers de la Cisjordanie, je dis même pas 100%. Et les rabbins deviennent de plus en plus, ont leur mot à dire dans la vie politique. Aucun gouvernement israélien, ce sont des gouvernements de coalition. Aucun gouvernement israélien ne peut fonctionner sans l'appui des religieux. Et c'est un appui de plus en plus pesant et de plus en plus payant pour les partis religieux. Alors, je viens à Richard Freeman qui me demande la magie noire chez les sionistes. J'avoue que je n'ai pas très bien compris la question, mais enfin, puisqu'il est en ligne, il peut éventuellement me dire ce qu'il entend par magie noire chez les sionistes. Est-ce que c'est le cynisme et le diabolisme, enfin si on peut appeler ça comme ça? Ça oui. C'est-à-dire ce sont des gens d'un cynisme et comment dire, ils ont fait des choses abominables. Par exemple, enfin, les tueries de 1947-48 contre les Palestiniens, les assassinats de masse et la destruction, le nettoyage ethnique de 95% de la population,
et ce qu'on oublie parfois, c'est la destruction, mais physique, de tout le patrimoine palestinien. C'est la première fois, et je le dis, c'est la première fois que dans l'histoire humaine, quand un pays conquiert un autre, il rase tout, même des choses qui auraient pu lui être utiles. Par exemple, des fermes, des moulins, des magasins. Donc, tout a été rasé. Mais rasé, enfin, je veux dire, les sionistes avaient envie d'extirper le passé palestinien de cette terre. Et quand des touristes, enfin des gens visitent Israël et ils disent, et c'est vrai, on a l'impression qu'il n'y avait rien sur cette terre. On dit, oh là là, mais il n'y avait absolument rien, vous avez tout fait, vous avez fait tout ça. Mais c'est vraiment pousser la cruauté, voilà, le cruauté, le cynisme, à un point, enfin, bon, ils n'ont pas fait une seule chose, c'est, disons, la destruction physique des Palestiniens. Mais il y a eu ce qu'on peut appeler un génocide culturel, social, politique, économique. Vraiment, on a détruit l'âme d'un peuple. On a détruit ce qui fait la structure d'un peuple, sa poésie, sa langue, sa littérature. Enfin, vraiment, il y avait toute une société riche, cultivée, etc., qu'ils ont extirpé de cette terre. C'est un crime terrible. Enfin, je ne sais pas s'il entend la magie noire par là, mais c'est vrai que de ce côté-là, je crois que rares sont les pays qui peuvent donner des leçons de cruauté à Israël. Alors, Lagdar Djorf, il me demande mes motivations et mon parcours. Je ne sais pas si dans cette question, il y a une insinuation particulière. Alors, bon, certains disent oui, quelles sont les motivations de Cohen? Il a été sioniste, il a été franc-maçon. Bon, après tout, je n'ai pas mon certificat de virginité, virginité politique et idéologique. Alors, mon parcours, bon, j'ai pas envie de raconter ma vie. Enfin, je veux dire, il y a des vidéos pour ça. Donc, mon parcours, j'ai grandi dans un ghetto juif au Maroc. Et de 16 à 20 ans, j'étais rentré dans un mouvement sioniste. C'était pas difficile parce que une jolie voisine est venue me voir et me dit: Jacob, tu veux faire partie d'un mouvement clandestin sioniste. Alors, comme à l'époque, je lisais surtout des romans d'espionnage, je me suis dit: oh là là, c'est extraordinaire, vive l'aventure, etc. Et donc, eh ben voilà, je suis entré, et comme je suis un gars qui s'intéresse, j'ai embarqué dans la propagande sioniste, et puis voilà, à 20 ans, ça s'est arrêté. Et donc, comme mes parents sont partis en Israël de leur côté, et moi je suis parti en France, j'ai visité souvent Israël, et je dois dire que c'était une société qui ne m'a pas plu particulièrement. Voilà, j'avais pas du tout envie d'y vivre. Mais je n'étais pas antisioniste pour autant. Il m'a fallu du temps pour comprendre, parce que c'est vrai que le sionisme est très difficile à décrypter. Même les sociétés occidentales. Vous savez, par exemple, il y avait un intellectuel français qui s'appelait Maxime Rodinson. Dans les années 60, il disait des choses qui aujourd'hui paraissent presque banales sur Israël, sur le sionisme, etc. Mais à l'époque, c'était hallucinant. Enfin, je veux dire, on disait, mais de quelle planète il vient ce type? Comment il critique Israël, critique le sionisme? Et même dans les milieux progressistes, il a fallu du temps pour comprendre, pour décrypter ce qu'était Israël. Donc, bon, j'ai enseigné à la fac au Maroc pendant une dizaine d'années. J'ai écrit des romans, une dizaine, que vous pouvez trouver sur mon blog, éventuellement, si ça vous intéresse.
Et j'ai quitté la franc-maçonnerie en 2007 pour des raisons personnelles, et je ne renie rien. Enfin, je veux dire, ça a été, pendant 17 ans, ça a été une très bonne expérience. Alors, mes motivations, ben, les motivations, c'est que j'ai compris la nature du sionisme, dans quelle aventure il fait embarquer. Bon, d'abord, la destruction des communautés juives du Maroc et de tous les pays arabes, et dans quelle aventure sinistre et qui va se terminer mal, il a embarqué et les Juifs d'Israël, qu'il a forcés à partir en Israël, et les autres qui vivent en France, aux États-Unis, etc. Et donc, avec mes moyens d'un intellectuel, mettons, romancier, engagé, j'ai envie de rétablir une certaine vérité. Voilà. Je crois que voilà, sont mes motivations. Je ne touche pas de fric. Enfin, pas encore. Enfin, si quelqu'un veut me donner 1 million, je veux bien je laisserai mon compte en bas à la fin. Non, non, je vous demande rien, je vous assure. C'était une blague, c'était une boutade. Alors, Sadek Chris, et il me fait une citation de Ben Gurion. Nous mettrons la main de fer de la religion dans le gant de velours de la démocratie. Et ce à quoi Lebovitch lui a répondu, cette main vous étranglera un jour. J'ai voulu noter parce que c'est vraiment prémonitoire et c'est extraordinaire. Alors, enfin, Ben Gurion, comment dire, avait en tout cas, si c'est pas un mépris, mais en tout cas, une indifférence totale pour les religieux et la religion. Et si, bon, à l'époque, évidemment, les religieux représentaient Epsilon dans la société israélienne. Peut-être qu'il avait, je ne sais pas s'il avait vraiment prévu le développement de la religion. Je crois que ça a étonné pratiquement tout le monde. C'est-à-dire la victoire de 67 et l'annexion, enfin la prise, la conquête de la Cisjordanie, ces villes dont parle l'Ancien Testament, Shrem, Naplouse, Hebron, etc., ça a donné une autre vision que Ben Gurion n'aurait pas pu prévoir, à mon avis, enfin, de l'avis pratiquement de tous les observateurs en Israël. Lebovitch était un religieux et un des rares critiques d'Israël. Malheureusement, il s'est éteint dans les années 90, je crois. On lui doit sa célèbre formule, les nazis sionistes, ou les nazis sionistes, etc. C'était un grand philosophe religieux et qui, enfin, quand même dans les années 80-90, avait une vision extraordinaire de ce que fait le sionisme. Malheureusement, dans une société pareille, les voix, de telles voix, on les étouffe, on attend qu'elles meurent, qu'elles crèvent, parce qu'on n'a pas envie de les entendre. Vous savez, les Cassandres, ceux qui disent attention, vous allez contre le mur, la colonisation. Il y a des voix qui s'élèvent, et même des voix autorisées d'anciens chefs militaires, d'anciens chefs du service secret, d'anciens journalistes politiques. Je pense à Daniel Ben-Simon, par exemple. Même Finkielkraut, il sait que la colonisation et l'occupation, mais il n'ose pas trop le dire. Il le dit en catimini sur les radios juives, que la colonisation et l'occupation entraînera la fin du rêve sioniste. Mais les sionistes, oui, je suis d'accord. Enfin, il dit, Richard Freeman, les dirigeants de l'entité séculaire, en apparence sataniques au fond. Oui, c'est vrai, ils sont sataniques. Ils sont diaboliques et sataniques. Voilà. C'est-à-dire, ils ont, enfin, j'utilise souvent l'expression le génie du mal. Voilà. Le sionisme, c'est du génie, mais le génie du mal. Mais je reviens à Lebovitch.
Et c'est vrai que finalement, ce développement de la religion sous prétexte, soi-disant dans une fausse démocratie, parce que c'est une démocratie uniquement pour les juifs en Israël. Le genre État juif et démocratique, c'est antinomique, ça peut pas marcher. On peut pas être un État juif, c'est-à-dire d'essence juive pour les juifs, et en même temps démocratique, ça veut dire un État pour tous les citoyens. Mais malheureusement, la voix de Lebovitch est quasiment enterrée, voilà. Vous savez, aujourd'hui, j'étais dans une bibliothèque municipale et je regardais des livres comme ça, et je suis tombé sur un livre que je n'ai, bon, juste pour vous dire, j'avais parlé un jour, vous savez, le CRIF était dirigé dans les années 80 par un avocat qui s'appelle Théo Klein. Et Théo Klein, aujourd'hui, il est considéré comme un renégat, enfin un traître. Enfin, ce n'est pas un traître, il n'est pas du tout comme moi. Mais disons, dans les années 80, il critiquait l'occupation et la colonisation. Le CRIF, le président du CRIF. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne va jamais l'interviewer dans une radio juive. Et il a coécrit avec un Libanais un livre qui s'appelle, enfin à peu près, je n'ai pas vraiment retenu le titre exact, mais Israël peut-il encore exister ad vitam aeternam, voilà, enfin, ou Israël a-t-il une fin dans l'histoire, etc. Vous imaginez un ancien président du CRIF qui écrit ça. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une question qui les taraude parce que c'est un pays c'est une idéologie qui ne peut pas, enfin, je l'ai déjà expliqué, hein, en long, en large, qui ne peut pas trouver sa place normale dans cette région avec des sociétés arabes qu'il méprise et qu'il veut dominer. Alors, Imen Bashraoui, les États fondés sur le nationalisme ont fini par se fondre. Donc Israël. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que enfin, je peux être d'accord dans le cas particulier d'Israël, mais pas dans les autres cas. Pourquoi dans le cas d'Israël, je ne suis pas d'accord? D'abord, je vais expliquer les autres cas. Il y a eu, je veux dire, la politique de la France. La France a, euh, pourquoi elle a accru son territoire avec les monarchies? Louis XIV, Napoléon, etc. Ils ont agrandi le territoire français jusqu'à inclure des zones qui n'étaient pas françaises, comme la Corse, la Savoie, Nice, etc. Bon, je considère ça comme du nationalisme. Les États-Unis sont un grand pays nationaliste. Et je ne vois pas la fin. La Russie est un grand pays nationaliste. Ça veut dire un pays qui a envie de défendre son territoire, ses intérêts, etc. La Turquie est un grand pays nationaliste. Enfin, le point principal, c'est que ces États-là ont une longue histoire et sont bien établis dans leur zone. Personne ne leur conteste le droit d'exister en tant que tel. À la limite, on peut leur prendre un bout de territoire, comme l'Allemagne par exemple. Mais jamais on ne remettrait en question leur existence. Donc ce sont des nationalismes qui ont toujours existé et qui ont fondé les États modernes, mais la différence avec Israël, c'est que c'est un nationalisme qui ne peut pas trouver sa place, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette région-là. Ça veut dire qu'il ne peut vivre, qu'il ne peut prospérer qu'en faisant la guerre et qu'en dominant ses voisins et qu'en s'étendant de plus en plus au niveau territorial. Israël est une société, voilà, la société sioniste est une société qui, à l'intérieur, a énormément de contradictions et de conflits et qui doit vivre tout le temps en état de tension permanente. Et c'est cet état de tension permanente qui maintient l'apartheid avec les Arabes israéliens et la cohésion intérieure. Donc, sur le plan intérieur, aucun dirigeant sioniste ne peut se permettre faire la paix pour ces dirigeants sionistes,
c'est quasiment désarmé. Désarmé. Ça veut dire ne plus avoir le fusil au pied, ne plus être sur ses gardes. Ça veut dire les Juifs et les Arabes vont se mélanger, ça va devenir une société comme les autres, et beaucoup d'Israéliens vont vouloir partir. Et à l'extérieur, Israël sait, et les dirigeants sionistes savent que les Arabes sont à l'affût, aux aguets, et c'est normal d'ailleurs. Les Arabes ont un compte à régler historique depuis 100 ans. Donc, je crois qu'aujourd'hui, bon, l'Égypte, enfin les dirigeants égyptiens, saoudiens, s'inclinent, s'abaissent, rampent, mais combien de temps ça peut durer? Alors, David Bush, si la Mecque était sous contrôle chiite, est-ce qu'Israël existerait? Bien sûr, parce que, vous savez, ok, c'est ça, il faut avoir une culture historique. La culture historique vous aurait dit que le chiisme ne s'oppose, enfin, et encore, enfin, la partie chiite qui est constituée par l'Iran, d'une certaine manière la Syrie et le Hezbollah, ne s'opposent à Israël que depuis 20, 25 ans, 30 ans maximum. Or, ceux qui ont fait la guerre à Israël, quand même, les guerres de 56, 48, 56, 67, 73, étaient les sunnites. Les chiites étaient soit inexistants, comme au Liban, soit les alliés d'Israël. L'Iran chiite du Shah d'Iran était l'allié d'Israël. Donc ce n'est pas une question de religion. Encore une fois, ce n'est pas une question de chiites et de sunnites. Ce n'est pas une question de religion. Il se trouve qu'aujourd'hui, en ce moment, dans l'histoire actuelle, les dirigeants sunnites sont les alliés d'Israël, ou leurs larbins, c'est ça à peu près pareil, et les chiites sont les opposants. Mais dans l'histoire, c'était autrement, et ça risque de changer. Je n'ai pas le temps de vous lire, malheureusement, mais je vous lirai plus tard. C'est surtout pour Freeman là, qui me lance des trucs, mais j'arrive pas à lire, malheureusement, ni Jacques Comte. Alors, Riyad Mouni, je crois, oui. Il me dit en 2022, et la disparition du sionisme. Qu'est-ce que j'en pense? J'en sais rien, moi. Euh, moi, je sais, enfin, je suis convaincu d'une chose, c'est que, historiquement parlant, Israël ne peut pas, ne subsistera pas en tant que tel, en tant qu'État sioniste. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas, on disait sous la Révolution française, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. La force, elle est importante, certes, mais on ne peut pas tout baser sur la force. D'autant plus qu'Israël aujourd'hui ne survit ou ne vit ou n'exerce sa domination que par l'appui de l'Occident. Mais l'appui de l'Occident, il n'est pas éternel. La soumission des Arabes n'est pas éternelle. L'appui de l'Occident, pourquoi ça peut changer? Parce que l'opinion publique européenne, aujourd'hui par exemple, bon, les gouvernements y tiennent. Vous savez, ils résistent à la poussée de l'opinion publique qui est de plus en plus anti-israélienne, même en Allemagne. Donc, à un moment donné, plus on avance dans le temps, et plus le sentiment et les convictions anti-israéliennes vont se développer. On supporte de moins en moins l'occupation sioniste, la domination sioniste, l'écrasement des Palestiniens, etc. Bon, c'est vrai que les dirigeants, Macron, Merkel, etc., essayent de sauver les meubles, essayent de tenir, mais jusqu'à quand? Dans les universités américaines, ça change aussi. Donc, vous savez, il y a des mouvements de fond qui montent, qui montent, qui montent. Alors, 2022, ça, j'en sais rien. Ils ont peut-être, c'est peut-être un chiffre kabbalistique, j'en sais rien. Bon. Lagdar Joff,
Alors, lui, c'est la deuxième fois. Que penser de l'affaire Edoui Plenel? Bon. Alors, je ne sais pas quelle affaire peut-être avec Tariq Ramadan. Enfin bon, en tout cas, Edoui Plenel, bon, j'ai pas envie de revenir sur son passé de directeur du Monde, etc. Bon, ou de trotskiste, enfin bon, c'est son affaire. Disons que Edoui Plenel, enfin, tel que j'essaie de comprendre la question, Edoui Plenel reflète l'hystérie d'un système qui veut éliminer toute forme d'opposition. Entre autres, le système veut écraser les musulmans. Bon, ça c'est clair, c'est net, c'est-à-dire il veut, le système oligarchique français, sous l'impulsion du CRIF, veut que les musulmans rasent les murs et honte de porter une barbe, un foulard, une jupe longue, s'excusent, ne disent rien. Et vous avez eu par exemple enfin, je vais vous citer un exemple récent qui montre, vous savez par exemple, Yassine Bellatar est un humoriste bon, qui n'a jamais parlé des Juifs, en tout cas en mal, donc on ne peut pas lui reprocher, pas comme Dieudonné. Enfin, Dieudonné, on peut lui reprocher, enfin, moi, pas moi, mais le système peut lui reprocher certaines formulations antisémites ou anti-juives. Enfin. Mais Yassine Bellatar, il est nickel. Sauf que Yassine Bellatar est un de ces musulmans fiers, même s'il n'est pas, enfin, apparemment, a priori, il n'est pas religieux, mais il est fier de son identité, il est fier de sa religion, de ses coreligionnaires et de ceux qui les défendent. Par exemple, il a animé les dîners du CCIF, à la différence du CRIF, les dîners du CIF ne participent que des musulmans, hein, le gouvernement ne vient pas s'aplatir devant eux, et il porte haut et fort les couleurs de la communauté musulmane. Et ça, on ne lui pardonne pas. Le système ne lui pardonne pas. Ça veut dire que le système veut passer à la vitesse supérieure. Le système veut décourager tout musulman, surtout s'il est connu, humoriste, etc., de revendiquer tout simplement sa religion et d'être fier de sa religion. Et donc, ce qui s'est passé, le magazine Marianne, qui est entre les mains de judéo-sionistes hystériques, a fait un article terrible contre Yassine Bellatar, disant oui, il est islamiste, enfin, comment dire, il ne critique pas l'islamisme, il est presque complice de l'islamisme, etc. Donc, il y a eu des spectacles du Yassine Bellatar qui ont été annulés ou décommandés, enfin bon. Pourquoi je relis ça à Edoui Plenel? Edoui Plenel est quelqu'un qu'on accuse, enfin que le système accuse d'être, comment dire, favorable à Tariq Ramadan, d'être favorable aux musulmans, d'être favorable à Yassine Bellatar, bref, d'être un peu le cheval de Troie des musulmans. En fait, le système n'utilise pas le terme musulman, il dit toujours islamiste. D'ailleurs, les sionistes disent il ne faut jamais dire, il faut pas faire la différence entre islam et islamiste. Ce ne sont que des islamistes. On veut introduire dans l'idée des Français que on veut mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Ce sont des extrémistes dangereux, etc. Edoui Plenel, en prenant la défense enfin, de ces gens-là, enfin, des musulmans, il subit l'ire de Charlie Hebdo, enfin de tout le système qui veut taper sur les musulmans. Donc voilà comment j'interprète le harcèlement que subit Edoui Plenel. On est dans une guerre de civilisation, on est dans une guerre de religion, on choisit son camp. Voilà. Edoui Plenel a choisi le camp
comment dire, qui va à l'encontre des intérêts judéo-sionistes. Et je lui tire mon chapeau, quel que soit le reste. Voilà. Afifa Ilali me demande qu'est-ce que je pense du site Bella Ciao. Alors, Bella Ciao, je ne sais pas si vous savez, enfin, Bella Ciao était une chanson. Bon, je ne vais pas vous la chanter parce qu'enfin, bon, je chante mal peut-être. Bella Ciao était une chanson révolutionnaire anarchiste italienne. Je ne sais pas de quand elle date, enfin, c'est une chanson historique. Donc, c'est un peu, comment dire, l'hymne des révolutionnaires, des anarchistes. Et bon, donc c'est un site qui reflète ce côté anti-système. Et donc, je ne crois pas qu'il s'occupe beaucoup du problème des Palestiniens et des musulmans, mais ceci étant dit, on peut le regarder avec beaucoup d'intérêt, voilà, et de sympathie. Greg Horry me demande qu'est-ce que je pense le vote de la Knesset sur Jérusalem. Bien. Donc, il est au courant des manigances des sionistes. Ce que je dis souvent, c'est que les sionistes, ils avancent pas à pas. Voilà. Ils n'ont pas envie d'annexer la Cisjordanie d'un coup. Parce que d'abord, ça fera désordre dans la communauté internationale. Et puis, on risque d'abord d'annexer des gens et donc de les inclure dans la société israélienne, ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, ils y vont petit à petit. Voilà. Donc, pourquoi ils ont signé les accords d'Oslo en 1993, je vous le rappelle quand même. Ça fait presque 25 ans maintenant. Ça fait 25 ans que les Palestiniens attendent la conclusion d'un accord. Et comment voulez-vous que voulez-vous que je vous dise? Les Palestiniens ne se rendent pas compte encore, enfin les dirigeants, hein, ils ne se rendent pas compte encore qu'ils se font avoir. Donc chaque année, le nombre des colons augmente, on leur prend de la terre, on détruit des maisons palestiniennes, des forêts palestiniennes, on construit des routes réservées aux Juifs en Cisjordanie, etc., etc. Et puis on arrive là maintenant, on arrive presque vers la fin. C'est quoi la fin? Pour moi, c'est bon. D'abord, il y a eu le vote sur Jérusalem. Donc Trump leur a dit, hein, il a dit aux Palestiniens, Jérusalem n'est pas négociable. C'est-à-dire, bon, est-ce que les Palestiniens pensaient réellement que les Israéliens, qui ont mis 250 000 colons, je répète, 250 000 colons à l'est de Jérusalem, enfin dans la Jérusalem arabe, 250 000 colons, est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'un jour, on leur rendrait une petite partie de cette Jérusalem pour qu'ils installent leur parlement à la noix et leur ministère à la noix? Enfin, bon. Donc, il y a eu la loi sur, la reconnaissance de Jérusalem. Et puis, il y a eu un vote, il y a eu deux votes importants la semaine dernière. Le comité central du Likoud, ça veut dire le parti au pouvoir. Le comité central, c'est l'autorité politique qui ne gouverne pas, mais enfin, qui dicte la politique à suivre. Le comité central, 1500 membres, a voté à l'unanimité, d'accord, à l'unanimité, l'extension de la loi israélienne à tous les habitants de Cisjordanie. Bon, donc ça veut dire que c'est déjà un pas important vers l'annexion. Et puis, il y a eu le vote sur Jérusalem, c'est-à-dire que le Parlement israélien a adopté la loi qu'il faut 80 votes, 80 voix sur 120 pour redonner un petit bout de Jérusalem aux Palestiniens. Bon, de toutes les façons, c'est théorique. Aucun gouvernement israélien ne donnerait un pouce. Mais là, en mettant la barre à 80 sur 120, ça rend impossible ce qui était déjà impossible.
mais ça rend quasiment définitivement impossible de rendre une parcelle de Jérusalem aux Palestiniens. Et Trump a décidé, il y a quelques jours, il a dit aux Palestiniens, écoutez, bon, on a fini de rigoler maintenant, l'Amérique vous donne 300 millions par an, si vous ne retournez pas négocier, on vous coupe les 300 millions. C'est quoi retourner négocier? Ça veut dire qu'ils disent aux Palestiniens, voilà, bon, Jérusalem n'est pas négociable, la sécurité d'Israël n'est pas négociable. C'est quoi la sécurité d'Israël? Et d'ailleurs, tous les gouvernements occidentaux le disent. La paix ne peut pas se faire au détriment de la sécurité d'Israël. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là, parce que il faut décrypter ça. On entend par là ceci. Israël ne peut pas permettre la création d'un État palestinien dont les frontières échapperaient à Israël. Pourquoi? Parce que ça serait dangereux pour sa sécurité. Imaginez que les Palestiniens soient les maîtres de leur aéroport ou bien de l'entrée dans une frontière. Mais n'importe quel terroriste entrerait et mettrait en danger Israël. Ah, pas voyons. Israël doit assurer sa sécurité. Vous imaginez, Israël est en danger. Il y a quelques milliers de Palestiniens, des va-nu-pieds, qui risquent de le détruire. Donc, en langage diplomatique, on a inventé cette formule, qui a d'ailleurs été reprise par Hollande, par Fabius, etc. On ne peut négocier la paix qu'en assurant la sécurité d'Israël. Ça veut dire que tout règlement futur doit inclure la clause suivante: Israël doit surveiller les frontières du futur État palestinien, enfin du futur Bantoustan, ou la réserve. Vous savez, les réserves qu'on a créées pour les Indiens en Amérique. Hein? Voilà. Donc, là, maintenant, on arrive, je crois, au bout. C'est-à-dire, on va dire aux Palestiniens, bon, là, maintenant, on a fini de rigoler, alors, acceptez un petit Bantoustan, vous savez, les petites réserves des Indiens, là. Séparés, évidemment, 3 ou 4 comme ça, contrôlés, évidemment, par les Israéliens, par les Juifs, par les sionistes, mais, vous savez, ces sionistes sont gentils, ils vous donneront du travail, il n'y a pas de si vous êtes vraiment obéissant, on vous donnera un salaire et vous pourrez vivre sous la bannière de l'étoile de David. Voilà. Voilà ce que signifie pour moi la loi votée par la Knesset sur Jérusalem. Fister, il me dit, que pensez-vous de Dieudonné? Voulez-vous que je vous dise? Pour moi, Dieudonné mérite le titre de résistant, premier résistant de France. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des résistants, et après on avait des certificats de résistants, etc., les médailles de la résistance, les compagnons de la résistance, etc. Pour moi, c'est le premier résistant de France. Parce que, vous savez, ce qui est remarquable avec Dieudonné, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait la possibilité, c'est ça, c'est pas un résistant de pure forme, parce qu'il y a beaucoup de résistants qui disent, moi, je résisterai, je ferai pas, etc. Mais lui, ok, il a fait un écart, c'est-à-dire, il a fait ce fameux sketch en décembre 2003 à la télévision. Mais je vous rappelle que ce sketch a fait rire tout le monde. L'animateur, comment il s'appelait? Enfin bon, c'est un juif. L'animateur a rigolé. Il a trouvé ça génial. Debbouze était là. Il a trouvé ça génial. Tout le monde a rigolé. Mais le sketch faisait la critique d'un occupant sioniste. Excusez-moi le pléonasme. Un occupant sioniste, c'est un pléonasme. Quand on est sioniste, on est un occupant, etc. Enfin bon.
Et donc tout le monde a trouvé ça drôle, mais le CRIF n'a pas trouvé ça drôle. Donc, première alerte, on lui a interdit un spectacle quelques jours après. Et on lui a fait comprendre qu'il allait souffrir. Il aurait pu s'excuser. Il aurait pu dire oui, je suis désolé, voilà, bon. Et il avait une carrière extraordinaire. C'est un acteur, il avait fait des films. Il aurait pu devenir metteur en scène. Il aurait pu avoir une carrière fantastique. C'est Debbouze puissance 10. Donc, multimillionnaire, etc. Eh bien, il a choisi la résistance avec tout ce qu'on lui fait depuis 14 ans. Voilà. Eh bien, moi, chapeau. Ça, c'est vraiment le résistant absolu. C'est magnifique. Chapeau, Dieudo. Non, il n'y a pas à dire. Voilà. Vous savez, pour résister au lobby judéo-sioniste en France, parce que le lobby judéo-sioniste, c'est quoi? C'est tout le gouvernement avec. C'est-à-dire l'Élysée, Matignon, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, enfin tout le monde. Ben, chapeau. Bravo l'artiste. Gabriel Jack, un État kurde est-il possible? Je ne crois pas. Vous savez qu'un État kurde a été promis aux Kurdes en 1918. Enfin, c'était les belles déclarations à l'époque de l'Angleterre et de la France, où on a promis aux Arabes, etc. Enfin, plein de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus ce soir. Mais les Kurdes, le problème des Kurdes, c'est quoi? C'est qu'ils sont des minorités dans 4 États. C'est ça le nationalisme. Tout à l'heure, j'ai répondu à une question sur le nationalisme. Tous les États sont nationalistes. L'Iran a une minorité kurde. L'Irak a une minorité kurde. La Syrie a une minorité kurde. La Turquie a une minorité kurde. Et aucun de ces pays ne voudrait renoncer à une partie de son territoire pour permettre aux Kurdes d'avoir leur État. Aucun de ces 4 pays. Et donc ces 4 pays s'uniront, feront tout pour empêcher les Kurdes d'avoir leur État. Ça, le nationalisme aussi, et ça les intérêts de l'État. Les États, ils ont, vous savez, ils ont des principes, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais parce que ça risque de heurter certains. Suivez mon regard. Vous savez, il y a des gens qui défendent soi-disant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand il s'agit de mettre des bâtons dans les roues à un voisin. Voilà. Bon, après tout, c'est très beau le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais pourquoi on ne le demande pas pour les Kurdes? Voilà. Pourquoi ce pays ne l'exige pas pour les Kurdes? Donc les Kurdes, enfin malheureusement pour eux, c'est triste, mais c'est la réalité des relations internationales. Malheureusement. Afifa, il a dit, les médias français et la Palestine. Les médias français, pourquoi j'ai écrit le printemps des Sayanim? Pourquoi j'ai écrit sur les Sayanim? Parce que pour moi, pour comprendre le fonctionnement de la société française, comme américaine et ça, mais restons sur la société française, il faut comprendre ce que sont les Sayanim. Les Sayanim sont des juifs sionistes recrutés par le Mossad et qui servent les intérêts d'Israël. Voilà. Donc ils sont à peu près, mettons grosso modo 4000 en France. Bon, je vais pas... Bon. Donc ils sont dans les médias. Ils sont dans tous les médias et ils occupent des postes suffisamment importants, en tout cas pour contrôler l'information et pour dissuader tout autre journaliste de dire du mal d'Israël. Vous savez, si les Français savaient, si l'opinion publique savait la moitié, le quart de ce qui se passe en Palestine, mais les gens seraient anti-israéliens, mais terriblement. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont
tuent, qui sont cachés, qui sont dissimulés. De temps en temps, on leur sort un petit truc sur l'occupation, voilà. Mais on ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a les Patrick Cohen, les Rutel Krief, etc. Enfin bon, les Elisabeth. Imaginez 4000 Sayanim, entre autres, surtout dans les médias, et dans la publicité. La publicité, par exemple, le magazine Marianne, enfin, il est quasiment, il fait ce que le Mossad lui dit de faire. Et ce que Publicis lui dit de faire parce qu'il a besoin de sa publicité. Donc, quand on lui dit de taper sur Bellatar, il le fait, etc. Donc, imaginez cette machine de guerre extraordinaire qui est contre la Palestine et qui sert les intérêts d'Israël. Alors, et donc, malheureusement, je ne crois pas, enfin, vu l'évolution des choses, vu l'état actuel des choses, d'autant plus que vous savez que Patrick Drahi, l'Israélien, il a racheté Libération, BFM, enfin, et d'autres, l'Express, que les autres médias sont dominés par des marchands d'armes, dont les liens avec le capitalisme, le sionisme, etc., sont très imbriqués. Malheureusement, je ne crois pas que les médias français changeront leur fusil d'épaule sur Israël et la Palestine, malheureusement. Mais c'est aussi un petit peu la faute des Arabes. C'est-à-dire que voilà, je trouve que les Arabes, enfin bon, mais c'est un autre domaine, je l'aborderai une autre fois. Alors, la dernière question est de Samia. Elle a écrit son nom en arabe, mais j'ai réussi à le décrypter. Pas le nom, mais juste le prénom Samia. L'unique solution est la résistance. Suivre l'exemple du Hezbollah. Voilà. Et vous savez, la résistance n'est pas que militaire. Moi, je dis que il n'y aura pas de solution militaire. Mais militairement parlant, et je regrette de décourager, enfin ceux qui pensent que l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, militairement parlant, pourraient venir à bout d'Israël, je ne crois pas. Pour lutter contre Israël, bien sûr, vous savez, il faut être intelligent. Le Hezbollah a donné une raclée à Israël, a chassé Israël du sud-Liban, pas en l'affrontant avec des tanks, mais en utilisant la guérilla, etc. Donc mais il faut avoir un esprit de résistance. Je crois que ce qui manque aujourd'hui aux Arabes, enfin en dehors de l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, c'est l'esprit de résistance. Ils ont capitulé. Voilà, c'est ça le drame. On ne résiste plus. Voilà, ils disent, voilà, comme ils disent au Maroc, il dit, oui chef, oui monsieur, nous collaborons. Voilà. On ne peut plus lutter. Il y a des gens qui disent, on ne peut plus lutter contre Israël. C'est ça qui est mort. Il faut réveiller l'esprit de résistance. Il faut réveiller l'esprit de dire, oui, nous n'acceptons pas Israël. Nous n'acceptons pas la domination sioniste. Nous n'acceptons pas. Et entrer en résistance. Et là, on trouve des moyens de résister. On trouve des moyens de résister en appuyant le BDS, en appuyant comment dire, le boycott, en faisant des campagnes de boycott contre les produits, contre les chanteurs qui vont chanter en Israël, etc. Voilà. Donc, c'est ça la voie. C'est vrai qu'il faut, bravo à Samia, c'est l'esprit de résistance. C'est pas tellement le combat frontal militaire, mais il faut être sur ses gardes et il faut réveiller la résistance au sein des sociétés arabes. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Et donc, je vous dis à la prochaine fois. Je regarderai attentivement vos commentaires et vos questions et je répondrai avec plaisir. Donc, bonne soirée.